Sinon, ça veut dire que, bah, il y aura eu des aléas, par exemple, la centrale à béton qui tombe en panne et qui peut pas livrer le béton, ce genre de choses et du coup, ils vont prendre du retard. Donc en fait, quand on fait un planning, au départ, on fait, nous en méthode, on se base sur le planning objectif. Donc ça va nous donner, une durée de travaux et après on va rajouter, on va dire 10 d'aléas et d'intempéries et on va voir la date, que ça va nous donner et faut qu'on et cette date doit être, on va dire inférieure à la date contractuelle du marché. Si cette date nous dit: «Bah, on termine les travaux en juin 2021» et que le client nous a demandé de terminer les travaux en mai 2021, ben, on se dit: «Mince, on risque de déraper d'un mois, qu'est-ce qu'on peut faire pour, effectivement livrer, notre projet en mai 2021?» Par contre, si on voit qu'on finit en juin 2021 et que le client nous a demandé, une livraison en août 2021, on se dit: «Bon, bah, c'est cool, on rentre dans le planning, on n'a pas besoin de travailler plus d'heures dans la journée» ou voilà. On sait qu'on peut être, un petit peu plus tranquille. Donc voilà, donc ça, c'est le planning et ensuite, une fois qu'on a fait le planning, donc on sait que sur notre niveau, on doit le faire, là, sur le planning, c'était en 18 jours et ben, on peut rentrer un peu plus dans le détail et dire: «Eh ben, OK, j'ai 18 jours là pour faire mes» alors là, c'est du poteau-poutre, «pour faire mon niveau et ben, je vais phaser». Je vais dire, ben, en jour orange, je vais faire ces 2 poteaux et ces 3 poutres. Donc là, chaque jour a une couleur. Donc là, c'est ce que j'appelle un phasage général. Donc, on phase un petit peu, quelle voile on fait avant quelle autre voile, le plancher, les surfaces. Donc là, on va de plus en plus dans le détail. Une fois qu'on a réfléchi à ce phasage journalier et ben, on va placer, les équipements. Donc là, on a des murs, c'est pas toujours le même chantier, mais on va placer les banches. Alors c'est un peu, sur celui-là, je vous ai pas mis les banches, et sur celui-là, je vous ai mis l'équipement. Si je reprends cette vue-là, par exemple, bah, là, je vois que je fais, en moyenne, j'avais l'outillage pour faire 3 poteaux au jour. En fait, quand vous allez, par exemple, sur le niveau, vous allez prendre le nombre de poteaux que vous avez sur le niveau. Vous allez, par exemple, les diviser par 18 et ça va vous dire 3 poteaux ça va vous dire, 2 poteaux 80 par jour parce que c'est très rare de tomber dessus. Donc vous savez qu'en moyenne, vous allez devoir faire 3 poteaux par jour et que, bah, du coup, à la fin, vous en aurez peut-être, enfin, ou un jour sur 5, vous aurez peut-être que 2 poteaux à faire. Mais vous saurez que vous avez besoin de prévoir 3 outils de poteaux à faire, 3 outils de poteaux. Donc, là, l'idée, c'est de faire 3 poteaux par jour et pas 5 parce que si vous en faites 5, bah, au bout de 3 jours, vous aurez fini votre rotation et puis après, enfin, vous aurez plus besoin des outils poteaux et votre outil va dormir pendant une semaine et du coup, bah, c'est de l'argent foutu en l'air parce que vous allez payer une location alors que l'outil sert pas. Donc voilà, donc au début, quand vous faites le phasage général, vous savez à peu près les quantités, on va dire, de matériel que vous avez. Alors là, les poteaux, c'est facile. Pour les banches, c'est un peu plus difficile dans le sens où, où si ah non, ça marche pas de zoomer dans les présentations. Là, vous voyez mon mur en rouge et ma banche, elle dépasse, à peine. C'est entre guillemets, c'est optimal. Si ma banche, elle dépasse de beaucoup, sur le chantier, ça va les ennuyer, ça va être compliqué à faire. Donc du coup, on a des modules, là, vous voyez qu'on a des grands panneaux et là, par exemple, celui-là, on a un plus petit panneau. Donc puis là, on a un panneau moyen. Donc ensuite, heu, quand on va placer les banches, on va essayer d'optimiser. Si on voit que là, par exemple, si je prends ce jour-là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grands panneaux, et un petit, mais par exemple, alors je ne sais pas si là ça marche, mais je peux avoir le lendemain besoin de 5 grands panneaux et de 6 petits et du coup, je me dis: «Mince, c'est pas optimisé». Je peux avoir le même linéaire de mur. Mais par exemple, bah, du coup, ce jour-là, je peux, au lieu d'avoir, 7 grands panneaux, je vais dire: «Bah, je vais prendre 5 grands panneaux et je vais mettre plus de petits» et du coup, comme ça, j'aurais optimisé mon matériel aussi comme ça. Donc là, voilà, c'est un aller-retour entre, optimiser le matériel, faire que ça fonctionne et faire que ça fonctionne. Donc c'est tout un jeu, d'aller-retour et de réflexion. Et ensuite,
Donc là, on était plus dans la partie, réellement organisation, des travaux et ce que je vous ai dit, c'est qu'il faut faire les travaux, en sécurité. Donc ensuite, on fait, des plans de sécurité. Donc là, donc on va placer les consoles pignons. Donc c'est ce qui est en jaune clair et là en beige. Donc c'est pour réaliser les voiles de façade. Mais vous voyez, par exemple, là, à certains endroits, bah, je ne pouvais pas en placer, donc on a monté des tours toute hauteur et on a fait un plaquelage. Donc en fait, on va regarder, sur tout le bâtiment, où est-ce que j'ai des problèmes de sécurité pour réaliser des voiles ou même, des planchers et on va venir, faire un plan qui synthétise un petit peu tout ça. Donc là, je dis: «Je peux avoir des passerelles pignons». Là, j'ai pas forcément besoin puisque là, c'était un balcon. Par contre, vous voyez, j'ai bien dessiné les garde-corps qui se prolongent pour pas qu'il y ait de problème de sécurité. Là, j'ai un gros trou, je peux rien mettre. Je vais mettre un platelage pareil sur tour comme ici. Tiens, j'ai pas dessiné là, on a une cage d'ascenseur, on va mettre ce qui s'appelle un podium d'ascenseur. Voilà, c'est un plan qui reprend, j'ai fait mon ouvrage en béton, j'ai planifié comment je le réalise avec le matériel dont je le réalise. Par contre, il y a un moment, il faut que je puisse réaliser mon mur en sécurité et donc du coup, on fait des plans après de sécurité pour pouvoir réaliser les murs. On aurait pu faire une autre option, de mettre, en pré-mur comme là, pour dire: et bah, du coup, j'ai pas besoin d'accéder, de l'autre côté et je peux tout poser par l'intérieur. Donc c'est des points de discussion à avoir dans les modes constructifs, par exemple. Donc voilà et je crois que c'est tout. Donc maintenant, bah, je pense que vous pouvez éventuellement, rallumer vos micros. Et alors il y a d'autres choses. Là, je vous ai présenté les missions de base des méthodes. Ensuite, ça nous arrive de faire d'autres choses, notamment par exemple, quand les architectes veulent avoir du béton brut, et qu'on le fait en banche, on va voir, les masques de banche, on va voir les petits rectangles, on va voir les trous là où il y avait les tiges pour tenir les banches serrées. On va voir les trous, quand on met les passerelles. Même si on rebouche, en fait, c'est toujours un peu différent. Donc quand on fait du béton brut comme ça, l'architecte, en général, il nous demande un calpinage de façade, donc une élévation de la façade où on lui met tous les trous, de construction qui vont apparaître. Quand on fait du béton matricé, c'est pareil, il peut nous demander, on peut avoir un calpinage spécifique, des banches en fonction du on peut avoir, un calpinage, un peu plus précis des banches. Après voilà, il faut savoir, s'adapter à chaque projet, à chaque demande, on va dire des chantiers. Mais là, c'est un peu l'organisation, type. Après, les modes opératoires, alors là, c'est vrai que je vous en ai pas présenté. On peut avoir à faire, les additifs au PPSPS. Donc par exemple, pour faire un mur en béton de 3 mètres de haut, décrire étape par étape, comment je vais faire le mur. Donc je vais arriver, je vais avoir, comment va être mon mur? Est-ce qu'il va être sur une dalle béton? Est-ce que ça va être un mur de façade? Est-ce que j'ai besoin justement de mettre une passerelle pour pouvoir travailler en sécurité? Ensuite, qu'est-ce que je viens faire en premier? Est-ce que je viens mettre ma banche? Est-ce que je viens mettre mon ferraillage? Quand est-ce que je mets, mes mannequins pour, faire les ouvertures? Quand est-ce que je ferme ma banche? Comment je coule le béton? Comment est-ce que mes ouvriers montent, sur la banche? Comment ils accèdent pour couler le béton? Comment ils vibrent? C'est le genre de choses. Alors après, on le fait pas à chaque fois parce qu'en général, il y a des choses très standards et qu'il existe une bibliothèque de modes opératoires, dans les entreprises. Mais, on peut être amené à le faire, pour tout ce qui est ouvrage spécifique. Quand, le chantier a une particularité et qu'il faut réellement, réfléchir, plus finement, sur la séquence. Donc, les méthodes, j'ai envie de dire, on part vraiment d'une image générale du chantier au début. On pense à l'organisation un peu générale et puis après on va de plus en plus dans le détail. Donc, j'espère que j'ai été claire. Rallumez vos petits micros ou parlez sur le chat.
Très bien, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en levant la main ou sinon, vous écrivez à l'écrit et on relaiera les questions. Bah, c'est pas lever la main, du coup, je prends la parole comme ça, D'accord. je m'excuse. Du coup, j'avais une question, c'est qui vos interlocuteurs? Vous avez parlé des chefs de chantier, mais par exemple, enfin, nous, on a eu des présentations, par exemple, d'un CSPS ou l'OPC, du coup, vous êtes en contact avec eux, vous êtes sur le planning ou comment ça marche? Alors, ça dépend. Ça dépasse. En fait, alors, je pense aussi que ça dépend si c'est des méthodes externes ou internes. Je vais plus parler des méthodes internes, dans une entreprise parce que c'est plus ce que je connais. Moi, mes interlocuteurs principaux, alors en phase amont, donc appel d'offres commercial, ça va être, les ingénieurs études de prix. Après, en phase d'exécution, ça va être principalement le conducteur travaux et le chef de chantier. Dans le sens où le conducteur travaux, va plus être intéressé par l'organisation générale, le plan d'installation, le planning, et qu'après le chef de chantier, lui, va plus être intéressé par, réellement, les passerelles, le phasage au jour le jour. Même si le conducteur de travaux va regarder, mais on va dire le conducteur de travaux, le placement des banches, il s'en fout. C'est pas lui qui va aller les mettre sur le terrain, alors que c'est le chef de chantier qui va communiquer le placement des banches aux ouvriers pour qu'ils le mettent bien en place. Donc ça, on va dire que sur un chantier un peu classique, c'est mes principaux intervenants et au quotidien, c'est 90 du temps, c'est le conducteur de travaux, et les chefs de chantier. Ensuite, il y a d'autres cas, de temps en temps, ça va être l'architecte, notamment quand il y a du calpinage de béton ou pour tout ce qui est architecture, en fait, quand, on va dire qu'on va voir le béton ou que, notre façon de construire va avoir un impact, sur l'aspect visuel de son bâtiment. Donc là, on va être en direct avec l'architecte. Parfois, c'est le BET structure, notamment, ben, quand il dessine des choses que, ben, nous, on ne sait pas faire, parce que ça peut arriver ou qu'on peut lui demander, ça peut être notamment quand on met les passerelles là en façade, si on met une attache de passerelle dans un linteau de fenêtre et ben, le BET, par exemple, va falloir qu'il vérifie que son linteau de fenêtre, reprend la charge. Donc, là, on envoie notre document au BET pour qu'il modifie. Le BET, alors en fait, on travaille sur les plans du bureau d'études structure. Donc, alors, normalement, on n'a pas vraiment affaire à lui, sauf qu'il y a des moments, ben, on a besoin d'avoir les plans, donc on va lui dire, moi, j'aurais besoin de tes plans. Donc parfois, alors bah, maintenant vous avez vu, on travaille en 3D. Donc la maquette, la maquette numérique, c'est jamais, c'est comme si on construisait moi quand je la construis, quand je la réalise, je la fais comme, je pense déjà à comment je vais faire le bâtiment. Donc, en réalisant la maquette, des fois, on se dit: «Ouh là, comment ça marche?» puis: «Ouh là, il y a une erreur». Donc, par exemple, voilà, là, on peut avoir affaire, au bureau d'études structure, même si en général, ça passe souvent quand même par les conducteurs de travaux. Il faut penser que nous, on n'a pas de porte-monnaie. C'est pas nous qui allons commander tout le matériel, sauf là, le matériel de sécurité. En fait, on n'a pas vraiment de pouvoir. On a un pouvoir de suggestion, on est là pour les aider, mais derrière, c'est pas nous qui avons la responsabilité. Donc là, on est là, vraiment en tant que fonction support. C'est pas nous qui payons le bureau d'études structure, par exemple. Mais ça peut arriver que, bah, quand on voit un souci, quand on réfléchit avec le chantier, on appelle le bureau d'études structure pour dire: «Est-ce que ça se pourrait être envisageable?» parce que nous, ça nous simplifie la construction. Donc voilà, donc on peut aussi être amené, à discuter avec les bureaux d'études structure. Ensuite, on a les préventeurs aussi avec qui on discute. Donc les préventeurs, c'est les gens qui vont, faire des visites de chantier pour voir s'il n'y a pas de problème de sécurité. Donc si, par exemple, il n'y a pas un garde-corps qui manque et que quelqu'un pourrait tomber, dans le vide parce qu'il manque un garde-corps. Est-ce que le matériel est bien utilisé correctement? Est-ce que voilà, donc notamment, on peut faire appel à eux justement sur les modes opératoires spécifiques quand on a des questions, sur les modes opératoires.
Ensuite, alors les OPC, j'allais dire, j'ai jamais eu affaire à eux, sauf aujourd'hui, entre guillemets, où je travaille sur un gros projet à Nice, où, en fait, donc sur une ZAC, donc c'est une zone, on va avoir 10 grues, sauf qu'à côté, il y aura 3 autres chantiers. Donc il y aura 4 autres grues et en fait, là, ça nécessite, de la coordination interchantier. Donc là, en fait, l'OPC, c'est même pas un OPC, c'est un OPC-IC. Donc OPC, interchantier. Donc là, il fait le lien entre les différents chantiers. Moi, mais aujourd'hui, je lui dis «mes grands jalons» entre guillemets. Par contre, mon OPC va pas aller dans le détail de, je vais pas lui dire tel jour je coule tel mur et tel autre jour je coule tel autre mur. Il va avoir les grands jalons. J'ai un autre chantier. Alors moi, j'ai pas affaire à eux, mais il y a un maître d'œuvre, pareil comme mon premier métier, qui suit les travaux et qui est en permanence sur le chantier. Et lui, on m'a demandé de faire des documents, de lui transmettre, de lui faire transmettre certains de mes documents, donc le PIC, le planning, ce genre de choses. Mais en général, j'ai pas vraiment affaire à eux en direct, c'est plus, le conducteur de travaux qui a affaire à eux en direct. Donc j'ai parlé de l'archi, j'ai parlé de l'OPC. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Tu avais donné d'autres corps de métier ou pas? Je ne sais plus. Non, non, vous avez balayé, enfin, ceux que j'avais évoqués. Voilà. Merci. De rien. D'autres questions? Oui, Ah, Florian. il y a Florian qui lève la main. Ah d'accord, c'est comme ça. Et non, mais je comprenais pas le petit. Pardon. Oui, moi j'ai une question. En gros, on va sortir un peu de l'INSA. On n'aura pas forcément eu d'expérience sur le chantier. Et du coup, est-ce que gérer tout l'ordonnancement et la planification du chantier, est-ce que c'est possible en sortant des études, sachant qu'on n'aura pas eu d'expérience concrète? Bah, moi, je l'ai fait. Enfin, directement, je l'ai fait parce que mon premier poste de suivi de travaux, je veux dire, c'était pas. J'étais sur un chantier, mais c'est pas moi qui exécutais les travaux, donc c'est pareil. C'est dur de juger des travaux quand on n'en a jamais fait. Il y a deux écoles. Enfin, il y a deux écoles. Moi, il y a des gens qui font des méthodes 1 an ou 2, parce qu'entre guillemets, on voit un chantier. Alors, si on est en entreprise générale, donc tout corps d'État, le conducteur de travaux, il va passer 2 ans sur le chantier. En méthode, en 2 ans, vous avez le temps de faire 6 chantiers. Donc en fait, vous voyez des choses. Vous avez le temps entre guillemets, en 2 ans, vous acquérez plus d'expérience que des conducteurs de travaux. Le métier est quand même très différent. Après, on a une fonction de support. On n'est pas là. Alors Bouygues, ils sont un peu, enfin Bouygues en France, parce que Bouygues en Angleterre, ils n'étaient pas trop dans cette optique-là. Mais Bouygues en France, par exemple, c'est les ingénieurs méthodes qui décident tout. Et le chef de chantier, quand il arrive sur le chantier, il ouvre le livre et en fait, il réfléchit plus. Moi, je le conçois pas comme ça, les méthodes. Moi, je le conçois plus comme on est le stylo du chef de chantier et on dessine par écrit ce à quoi il pense. Alors attention, dessiner ce qu'un chef de chantier veut faire. Parfois, quand vous allez le dessiner, vous allez vous apercevoir que ça marche pas. Ce que vous avez décidé en réunion, et ben, en le dessinant et en plaçant les choses, vous allez vous dire ah ouais, mais l'idée elle était bonne, mais en fait en réalité ça ne fonctionne pas. Donc c'est là où vous allez pouvoir apporter un peu votre matière grise. Un chef de chantier, ça a une très grande estime de lui-même. Et en gros, si vous allez vers lui et que vous lui dites faut faire comme ça, il va vous regarder, il va prendre votre document, il va le mettre à la poubelle et surtout il va faire autrement, même si votre idée elle était bonne. Donc c'est parfois être méthode, c'est pas toujours évident, dans le sens où il faut arriver à convaincre le chef de chantier, mais en fait il faut arriver à lui faire croire que c'est lui qui a eu l'idée, comme ça il est content et il l'a fait. Donc il faut pas avoir un ego surdimensionné, parce que voilà. Moi je trouve que justement les chefs de chantier
très souvent, ils sont hyper fiers de vous montrer, comment ils travaillent, ce qu'ils font. Même les ouvriers, si vous les prenez, enfin, ils vont vous dire: «Non mais là, regarde, on peut faire comme ça», ils vont vous apporter, donc c'est une bonne école d'enseignement, on va dire. Moi, j'en apprends tous les jours et après, bah, de toute façon, c'est pareil, quand vous êtes conducteur de travaux, il y en a qui font des plannings. Quand ils sortent de l'école, ils ont pas forcément l'expérience, ils ont la théorie, ils ont pas forcément l'expérience de réellement comment ça se passe. Hem, Bah, il faut se faire aider. Après, bah, il y a des chefs qui sont plus ou moins, moi, quand je suis arrivée chez Bouygues, j'avais jamais fait de méthode à part chez O2E. Mon chef de service, 1re fois que je lui ai posé une question sur, bah, les cadences, par exemple, pour poser des canalisations. Ça reste ma bête noire, hein, donc voilà. Il m'a dit: «Tiens, regarde tel chantier, il y avait 10 grues». Je me suis dit: «Ça correspond pas du tout». Il m'a dit: «Non, mais j'ai pas le temps avant 2 jours de répondre à ta question», alors que ma question était simple et au final, j'ai un chef de groupe, qui est venu passer une journée avec moi, toutes les semaines sur mon chantier, parce que j'avais qu'un chantier au départ, et j'ai vachement appris parce qu'en fait, on apprend très vite et après même là, il y a des fois je sais pas et en fait, parce que tous les chantiers sont différents et que voilà, un chantier, par exemple, là, à 10 grues, on ne peut pas l'aborder de la même façon qu'un chantier à une grue, pour les cadences, pour tout ça, parce que les grues vont gêner entre elles. Mais, en fait, il y a toujours des gens qui auront l'expérience. Alors nous, on l'a pas à Marseille. Bah, moi, là, je contacte les méthodes de Paris pour leur demander leur avis, par exemple. Donc, les méthodes, on n'est pas tout seul dans son coin à travailler. C'est Comme je dis, il n'y a pas une seule façon de réaliser un chantier. Hem, on peut arriver au même résultat avec le même coût, en abordant le bâtiment par la droite ou par la gauche. Donc c'est un travail, on ne peut pas travailler tout seul dans son coin et le fait qu'on ne travaille pas tout seul dans son coin, même si on est débutant, il y a des gens pour vous guider et pour vous dire: «Bah, voilà, moi je ferai comme ça». Là, le phasage, ce que je vous ai montré avec toutes les couleurs, ça, on l'a fait ensemble avec le chef de chantier. Donc, on avait à peu près les cadences, on avait fait la saturation de grue, on savait qu'on devait faire le niveau en un certain nombre de jours. Hem et ben, il était en phase de préparation, il avait le temps, on s'est posés tous les 2 pendant 2 jours et on l'a fait ensemble. Donc, même si, j'avais pas eu d'expérience, presque, j'aurais pu le faire et lui, il voit les choses. Puis de temps en temps, vous dites: «Moi, je ferais ça là» et il va vous dire: «Bah, pourquoi?» et vous lui dites pourquoi et puis il va dire: «Ah, c'est pas con» ou «Non, je veux pas». Enfin voilà, donc ça va être une discussion. Hem, Avant de commencer un document, en général, je demande au chef de chantier: «Comment toi tu vois la chose? Comment toi tu as envie de la faire? Comment tu est-ce que tu» mais dans les grandes lignes très générales, mais vous apercevrez que voilà, les gens, bah, c'est de l'humain, le BTP et on a tous notre façon de travailler différemment et en fait, c'est beaucoup de gestion de l'humain. Donc il y a pas de souci en sortant de l'école pour faire, des méthodes. Là, dans mon service, on a, 2 jeunes, enfin, il y en a un qui était chez Altrad, donc dans une entreprise d'étaiement, qui là s'est reconverti en méthode. Il suit, et au bout de 6 mois, il avait déjà un chantier quasiment à lui tout seul. On le supervisait un petit peu, mais il gère quasiment tout seul et on en a un autre, qui est arrivé tout de suite, après l'école. Hem, il est devenu très vite autonome, voilà donc en fait on très vite vous êtes dans le bain et en fait vous êtes pas vraiment lâché parce que vous déjà vous partez rarement d'une, feuille blanche sur certaines choses et puis vous avez toujours du monde, pour vous aider et pour dire, «Non, moi je ferai ça comme ça et moi je ferai ça comme ça» et si j'ai un conseil à donner, quand on est méthode, c'est d'aller sur les chantiers. Chez Vinci, j'avais qu'un ordinateur fixe, donc je pouvais pas le faire. J'allais que là-bas pour faire des réunions. Chez Bouygues et chez Eiffage, j'ai un ordinateur portable. Le matin, je pars de chez moi, je vais sur un chantier, je passe la journée sur le chantier. Je fais mes documents sur le chantier. Quand j'ai vraiment un doute, que là, je me dis: «Putain, j'ai vraiment 2 façons de faire», j'appelle le chef, je lui dis:
comment toi tu vois les choses, qu'est-ce que tu préfères? Et en étant sur le chantier, et ben, vous pouvez vous prendre 2 fois une demi-heure dans la journée ou 1 heure pour aller visiter le chantier, voir les choses, voir comment ils font réellement, et même, questionner des fois les parce qu'en fait, vous avez le chef de chantier et sous le chef de chantier, en général, vous avez un chef d'équipe, qui va être pour tout ce qui est élévation, donc voile, poteau, et un chef d'équipe pour tout ce qui est plancher. Donc après, vous pouvez même aller voir le chef d'équipe, pour dire, «Putain, merde, là, je sais pas faire, comment tu ferais?» enfin, puis voir qu'en fait, sur le chantier, bah, ils ont des astuces que, bah, vous, derrière un bureau et derrière un ordinateur, vous pouvez pas connaître. On vous a pas appris à l'école. Donc voilà, mais si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est d'aller, au plus près des chantiers et souvent les chefs, alors pas les vieux chefs, parce qu'on va dire que les vieux chefs, ben, quand ils étaient jeunes, les méthodes, ça existait pas. Donc en fait, pour eux, vous leur servez à rien, ou sauf sur différents trucs. Mais souvent les chefs, ils sont preneurs et surtout les jeunes chefs. Alors par contre, là, c'est si vous sortez de l'école, vous faites pas mettre sur un chantier où le chef de chantier, il débute dans son rôle de chef de chantier. Parce que, bah, lui aussi va débuter, il aura pas, il saura construire le bâtiment entre guillemets, d'un point de vue, il saura le faire, mais il saura pas le faire dans le sens organisation. Je pense à un jeune chef de chantier chez nous, ça fait déjà 15 ans qu'il travaille chez nous, mais qui était chef d'équipe avant. Quand j'ai préparé un chantier avec lui, bah, il y a des jours, il voulait me faire 40 mètres linéaires de voile. Donc on a fait sa rotation comme il l'entendait, puis à la fin, il faisait plus que 10 mètres linéaires de voile. Donc déjà, il avait beaucoup de manches qui dormaient à la fin de son truc. Et il arrivait à 18 jours. Je lui dis: «OK, maintenant on fait à ma façon». Donc on a utilisé, les 25 mètres linéaires moyens de manches. Alors de temps en temps, c'est 26, de temps en temps, c'est 24, hein. Enfin, c'est, et je lui dis: «Tu as vu, on arrive à 18 jours aussi». J'ai utilisé moins de matériel. Les gars, ils sont moins fatigués parce qu'en fait, au lieu de faire, des jours à 40, et des jours à 10 et des jours à 40 et des jours à 10, ils font 25 tous les jours. Donc en termes de fatigue, corporelle, machin, bah, en fait, ils font toujours la même chose. Donc du coup, ben, le chantier va mieux se passer. Ça, moi, je peux le faire et je peux lui apporter parce que j'ai l'expérience et que je lui ai montré par A plus B que ça servait parfois à rien de faire 40 mètres linéaires jour. Le résultat à la fin était le même. Là, c'est un de mes collègues qui débute, qui travaille en même temps avec lui. Bah, malheureusement, mon collègue, il a pas l'expérience de lui dire ça et du coup, le chef et ben, il arrive moins à apprendre. Le chef saura lui donner des solutions techniques, mais sur le point de vue organisation, il a un peu plus de mal. Mais en général, si vous allez, et je pense, c'est les chefs vont vous apprendre et vont être contents de vous apprendre. Et si vous leur montrez que vous êtes là, pour les aider et pas pour leur, mettre des bâtons dans les roues et leur dire: «Faut que tu travailles comme ça», ben, ils vont s'apercevoir qu'en fait, vous êtes là pour eux et que vous pouvez les aider et leur simplifier la vie et ils vont vous écouter. Enfin, ils vont se dire: «Cool, Cécile, elle me sert à quelque chose». De temps en temps, ils vont demander un truc, qui a rien à voir presque avec les méthodes, mais qui vont leur servir. Et puis, le jour où vous allez leur dire: «Attention, là, tu risques d'avoir un souci, je serais toi, je ferais vraiment comme ça, sinon tu vas te foutre dans la merde», et ben, ils vont vous écouter. Parce qu'ils verront qu'en fait, vous pouvez leur apporter quelque chose. Voilà, j'ai répondu à la question? Ouais, nickel, nickel. Mais du coup, vous avez dit qu'on des fois, on était sur les chantiers pour faire justement toute cette planification, mais le travail, il n'est pas fait en amont du chantier, justement? Ils devraient. En fait, il y a des phases, normalement, il y a un temps de préparation de chantier. Hem, il y a un temps de préparation pour le chantier, de 1 mois ou 2 mois à partir du moment où on a reçu l'ordre de service des travaux. Heu, les chefs de chantier sont pas forcément, déjà sur le chantier à cette période-là. Hem, mais s'ils sont là, ils le font avec vous. Parfois, ce qui peut arriver, c'est qu'il y a une phase de démolition, donc il y a déjà la base vie sur le chantier. Donc pendant cette phase de préparation, vous êtes déjà dans la base vie, avec les gens de travaux. C'est ça que je veux dire par le chantier et en fait,
Moi, mon expérience montre que les rotations, donc jour par jour, qu'est-ce qu'on va faire? Ça sert à rien de les faire 6 mois à l'avance. On peut réfléchir, à l'organisation globale, à faire les plans de sécurité, mais ça sert à rien de trop préparer les rotations à l'avance, dans le sens où vous allez en faire une, vous allez partir sur une hypothèse et en fait, ils vont s'apercevoir qu'en réalité, ben, ça fonctionne pas tout à fait. Là, l'exemple du phasage que je vous ai montré, on était parti sur une organisation et en fait, on n'avait pas les plans de ferraillage, on n'avait pas les plans de réservation des lots techniques. Donc les voiles, ils n'arrivaient pas à les faire. Ils avaient 2 fois plus de ferraillage, 4 fois plus d'ouverture que d'habitude. Donc nos ratios habituels, de dire: «Bah, ça, on peut le faire dans la journée», là, c'était même pas la grue qui saturait, c'était la main-d'œuvre. Donc en fait, au lieu d'avoir des voiles banchées, ils ont tout passé en primure. Mais ça, en fait, alors qu'on avait réfléchi sur l'organisation, comment on allait faire le chantier, et quand ils ont commencé, ils ont fait un niveau et demi, et là, ils ont dit: «Non, on n'y arrive vraiment pas», et là, ils ont changé radicalement la façon de faire. Donc en fait, il y a des choses qu'on peut planifier comme ça au début. Il faut voir que, alors, il y a quelque chose actuellement, les bureaux d'études structure sont sous l'eau. Il y a pas assez de bureaux d'études structure, donc en fait, ils ont une charge de travail qui est énorme. Donc en fait, ils font les plans quasiment au dernier moment. Donc dans la logique, oui, on devrait préparer les chantiers en amont. Dans la réalité, c'est pas si évident que ça. Donc en fait, donc il y a des choses qu'on peut faire en amont, tout ce qui est planning, tout ce qui est, saturation de grue pour voir, justement nous donner les délais, ça on peut le faire parce qu'en fait, limite, on n'a pas besoin d'être réellement sur le chantier pour le faire. Ça notre savoir, heu, c'est le genre de choses, le plan d'installation de chantier et le planning, c'est des choses qu'on peut faire au bureau en phase amont, heu parce qu'il y a pas en général, il n'y a pas 46 000 façons de faire, on va dire ça comme ça, et que très souvent d'ailleurs le plan d'installation de chantier, il est quasiment réalisé dès la phase appel d'offres. En phase appel d'offres, on va pas forcément, mettre toutes les bennes, de poubelles et ce genre de trucs, mais les grands principes seront définis on met la grue là, la clôture elle est comme ça, les livraisons sont comme ça. Donc il y aura pas une grande réflexion et le chef pourra pas forcément changer grand chose. Mais entre guillemets, à partir du moment où on a fait le pic, où on a fait le planning, après il faut le faire avec le chef de chantier. Les plans de sécurité, pas forcément. Pas forcément, mais ça peut arriver, et par exemple, un truc tout con, là, les passerelles, donc ce que je vous ai montré, heu, moi j'avais 2 façons de les numéroter. J'ai des chefs qui me disaient, «Je veux que toutes les passerelles», parce qu'en fait, les passerelles, il y a différentes, longueurs. Et il y en a où, le plateau principal fait 2 mètres de large, il y en a d'autres, c'est 3 mètres, il y en a d'autres, c'est 4 mètres. Et j'avais des chefs qui me disaient: «Ben, ta passerelle, dans le numéro de ta passerelle, je veux que toutes les passerelles qui sont sur une trame de 2 mètres, elles commencent par un 2, donc 21, 22, 23, celles qui consomment», et qui les voulaient, comme ça. Pour qu'ils se disent: «Bah, là, j'ai une passerelle de 2 mètres, là, j'ai une passerelle de 3 mètres». J'ai des chefs qui me disent: «Non, tu prends le bâtiment et tu mets 1, 2, 3 dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dans l'ordre de pose». Donc, quand elles changent d'un étage sur l'autre, c'est pas toujours évident, mais en gros, voilà, ils veulent, donc en fait, il y a différentes façons de c'est pour ça que je dis après il y a certaines choses où il faut impliquer le chef parce que lui va être habitué à une façon de travailler. Il faut que derrière, le matin, faut imaginer que sur le chantier, il y a le terme de productivité qui n'est pas négligeable et qu'il faut aller vite dans le sens où faut pas perdre de temps. Faut pas courir dans le sens, faut pas se blesser, pour pas machin, mais faut pas perdre de temps avec des conneries, on va dire. Il faut que tout soit prêt pour que les ouvriers puissent travailler de façon efficace. Donc en fait, il faut faire des documents qui soient clairs, il faut faire moi, il y a un truc chez Bouygues, dans justement les phasages journaliers, et ça, c'était chez Bouygues UK, le rouge, c'était le jour 1, le bleu, c'était le jour 2, le 3, c'était le orange,
Le 4, c'était vert clair. Le 5, c'était marron. Voilà, vous voyez, je m'en souviens encore. Je travaille toujours avec ces couleurs-là. Parce que moi, quand je fais un phasage, je marque pas, quand je réfléchis, hein, quand je suis dans l'étape travail, je mets les couleurs et quand je vois un plan avec les couleurs, je sais que si c'est rouge, on va dire c'est 1 ou 11 ou 21, enfin, mais voilà, mais je sais que ça va être l'étape 1. Je sais. J'ai des collègues, ils n'ont pas les mêmes couleurs et même les chefs de chantier, ils n'ont pas ce code couleur ici. Donc, du coup, quand ils réfléchissent, quand moi je vois leur document, j'ai besoin de la légende. Et en fait, vous êtes obligé de regarder à chaque fois la légende, de revenir sur le plan. Et du coup, vous perdez un peu le fil parce qu'ils n'ont pas cette rigueur. Et si un jour, je tombais sur un chef qui n'avait pas... Aujourd'hui, je garde mes couleurs parce que en fait, les chefs ici, que ce soit chez Vinci ou chez FH, ils n'ont pas ces codes couleurs. Donc, en fait, eux, ils doivent faire la réflexion à chaque fois. Mais si un jour, j'avais un chef qui me dit non, moi, en bleu, c'est le 1, indirectement, je serais obligée de changer ma façon de faire pour lui. Parce que lui, quand il va avoir du bleu, pour lui, ça ne va pas être le jour 2, ça va être le jour 1. Et en fait, c'est le chef qui est plus important parce que c'est lui qui va réaliser. Donc, il faut faire le truc pour que lui, limite, n'ait pas besoin de réfléchir après et qu'ils aient juste à exécuter. Donc, voilà. Et une fois du coup que le chantier il est lancé, vous vous occupez toujours du coup de... Même quand c'est presque fini, du coup, est-ce que vous êtes passé déjà à un autre chantier ou... Alors, en fait, en général, on a... Alors, la logique voudrait, mais c'est toujours pareil, c'est qu'on ait un chantier en phase préparation, un chantier en phase, on va dire, qui tourne et un chantier sur la fin en même temps. Donc, en gros, on est censé avoir 3 chantiers en même temps d'un coup. C'est pour ça que je disais qu'en méthode, on acquiert plus vite de l'expérience qu'en conducteur de travaux. Donc, en fait, moi, sur la fin, non, j'y vais quasiment plus. Voilà, j'ai un chantier qui se termine. Si j'ai mis les pieds il y a 1 mois, mais je n'avais pas mis les pieds dessus depuis 3 mois. En fait, au fur et à mesure, il y a moins besoin de... Alors après, des fois, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est qu'en fait, souvent, alors notamment dans les logements ou même dans les bureaux, on va avoir du travail pour tout ce qui est l'infra, le rez-de-chaussée et on va dire le R+1. Mais après, du R+1 au R+6, les niveaux vont être identiques. Donc en fait, du R+1 au R+6, vous n'aurez plus rien à faire. Puis de temps en temps, au R+7, il y a des modifs et là, tout d'un coup, mince, on n'avait pas vu ça, on a besoin de toi, est-ce que tu peux revenir? Donc, en fait, des fois, sur la fin, on a besoin de revenir parce qu'il y a des trucs, il y a des ouvrages un peu plus spécifiques et que vous sentez bien que quand vous étiez au R+1, ils n'avaient pas envie de réfléchir plus que ça dessus. Mais en général, sur la fin des chantiers, ou en milieu fin de chantier, on intervient beaucoup moins. Et là, j'ai 2 chantiers, entre guillemets, qui se terminent, où je mets quasiment plus les pieds, sauf éventuellement si on me demande, ou qu'il y a un truc qu'on n'avait pas vu, ou voilà. Et puis après, mais voilà, donc souvent, moi, je ne vois pas les chantiers terminés, par exemple. Déjà, quand il y a les corps d'état secondaire, c'est très rare que... Après, des fois, ils font des repas de chantier, donc là, on les voit terminés, mais c'est vrai que... En général, au moment du démontage de la grue, on est plus présente sur le chantier depuis 1 ou 2 mois, largement, quoi. Ok, merci. De rien. Il y a encore des questions. Je ne sais pas combien il y a encore d'étudiants qui sont là. On est quasiment une vingtaine encore. Ah, parce que je vois que l'heure tourne et vous avez une autre présentation à 14h. Moi, après, je suis disponible pour répondre à vos questions, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Sinon, de toute façon, vous avez les coordonnées de Madame Sanchia qui sont à l'écran, pour ceux qui veulent peut-être N'hésitez pas. un truc plus spécifique. Non, j'espère que ça vous a parlé. Après, voilà, j'ai mis les grandes lignes sur le PowerPoint de mon métier. J'ai pas... on va dire c'est les grandes lignes courantes des méthodes. Après, il y a des spécificités par entreprise, par projet. Et c'est un métier qui peut être très varié. Là, il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, j'ai fait un parking souterrain. Je n'avais jamais fait de parking souterrain en 10 ans. Donc voilà, après, vous pouvez avoir différents ouvrages, différentes techniques. Et entre guillemets, vous en apprendrez tous les jours. Enfin, presque.
Et si j'ai un conseil, mais après, c'est mon point de vue. Je pense que c'est plus intéressant de travailler en interne dans une entreprise plutôt que dans un bureau de méthode externe. Alors, je m'explique. Dans un bureau de méthode externe, entre guillemets, il y a l'aspect financier de la boîte qui joue. Alors qu'en interne, même si on est censé être... on a une facturation, on a un système, c'est entre guillemets plus souple dans le sens où si le chantier a besoin de quelque chose qui n'était pas prévu au départ, en fait, vous êtes vraiment un service support, donc vous n'allez pas vraiment lui dire, bah non, j'ai plus de temps à te consacrer. C'est pour le bien de l'entreprise aussi. Donc, vous allez le faire. Là, le chantier, j'ai un gros chantier. J'ai passé le double par rapport, quand je regarde au budget initial qui était prévu, j'ai passé le double de temps dessus. Mais je l'ai fait parce que c'est interne à l'entreprise, parce qu'il y en a besoin. Et que je sais très bien que même si je n'ai pas rapporté assez au service en interne, la direction, ils iront prendre l'argent ailleurs. Ils iront prendre l'argent ailleurs sur les chantiers. On sera facturé ou ils nous refactureront derrière au chantier. Enfin voilà, l'argent, il sera dans l'entreprise et on sera payé et on ne mettra pas en faillite le service. Les méthodes externes, c'est un peu plus... il faut payer les factures, il faut payer le loyer, et il n'y a que les méthodes qui leur rapportent. Donc, voilà, enfin... Bon, après, des fois, j'envisage de passer à mon compte, mais je me dis à mon compte, indirectement, c'est moi aussi qui gère. Et si je veux passer plus de temps, ça s'appelle des gestes commerciaux, je n'aurai pas forcément d'employés. C'est à moi de voir combien de chantiers je peux prendre pour avoir un équilibre et pour pouvoir payer mon loyer chez moi tous les jours. Mais dans les gros cabinets de méthode, on va dire, alors après, ça peut changer. Et moi, je vous dis, j'avais fait qu'un stage. C'est que quand j'ai fait mon stage, j'ai jamais mis un pied sur un chantier, par exemple, quand j'étais en bureau de méthode externe. Donc, alors pour moi, on est censé être proche des chantiers et leur rendre service. Quand je suis arrivée chez Bouygues, un jour, j'ai mon chef de groupe qui m'a dit « Je te déteste ». Là, je me suis dit « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Et en fait, c'est juste que pendant ces vacances, j'avais récupéré ces projets et en fait, j'avais fait un type de document qu'on ne faisait jamais et que le chantier a trouvé ça hyper intéressant et hyper utile. Et du coup, après, il lui demandait. Et un jour, j'ai un des chefs de chantier qui m'a dit « Putain, c'est cool parce que depuis que tu es là, vos documents, ils ne sont pas dans un placard, on s'en sert. » Donc, en fait, et jusque-là, entre guillemets, des fois, mon chef de groupe, il faisait des beaux documents. Il faisait une organisation idéale, mais ça ne correspondait pas au chef de chantier. Donc, le chef de chantier, il ne s'en servait pas. Donc, il faut arriver à trouver... c'est de l'humain. Après, au tout début, à chaque fois que vous rentrez dans une entreprise, faut apprendre à connaître les chefs de chantier, comment ils fonctionnent, les conducs. Mais même là, quand je suis arrivée chez Fage, je me souviens, j'ai fait un chantier, j'étais là... À un moment, je me suis dit, ça passe pas avec le chef de chantier. J'ai dit au conduc, qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que vous voulez que je demande à quelqu'un d'autre de récupérer le chantier ? Parce que j'ai l'impression que ça passe pas du tout. Et la semaine d'après, quand je suis arrivée sur le chantier, j'ai le chef de chantier qui m'a pris dans ses bras, qui m'a dit, c'est cool, t'es là. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, on m'avait demandé de pas travailler sur la partie parking. Et c'était hyper complexe parce que il y avait 2 niveaux de parking. Au-dessus, il y avait un centre commercial et après, il y avait des logements au-dessus. Il y a des énormes poutres, des différences de niveau, des quais de livraison pour les camions, des hauteurs pour les camions. Donc, ça aurait été hyper intéressant que je travaille dessus, sauf qu'on ne m'avait pas missionné dessus. Et du coup, moi, j'allais voir le chef de chantier pour lui parler de ces logements au-dessus, qui allaient démarrer au-dessus. Lui, il était en train de galérer sur les parkings et en fait, il n'avait pas le temps. Je le faisais chier. Je ne venais pas au bon moment. Et après, du coup, quand on prévoyait une réunion, la veille au soir, je l'appelais, je lui disais, on a réunion demain, est-ce que je viens ou est-ce que... Et de temps en temps, il me disait, non, demain, je n'aurai pas de temps à consacrer, tu vas me faire chier, viens plutôt tel jour. Et à partir de ce jour-là, j'ai appris comment il fonctionnait. Et après, ça s'est passé superbement. Et j'ai recommencé un chantier, il m'a appelé, il m'a dit, c'est trop cool, c'est toi qui t'en occupes, je suis trop content. Et voilà, et donc maintenant, je sais qu'il y a des moments où, même si on a planifié qu'un jour à l'avance de se voir, la réalité du chantier fera que ce jour-là, il n'aura pas de temps à me consacrer et ce n'est pas le jour où il faut que je vienne.
si je veux que ça soit productif, si je veux que… Voilà. Et en fait, même en changeant pas d'entreprise, quand vous commencez avec un autre chef avec qui vous n'avez jamais travaillé, il faut se réadapter. Parce qu'il n'aura pas tout à fait la même façon de travailler, parce qu'il n'aura pas forcément les mêmes attentes, parce que, voilà. Donc, c'est un jonglage. Et puis, chaque chef va vous apprendre des choses différentes. Donc, au bout d'un moment, vous aurez plusieurs versions, vous aurez des choses, vous apprendrez des choses. Et puis après, vous irez voir un autre chef et vous lui direz ah, mais pourquoi là, tu pourrais faire comme ça? Et en fait, vous aurez apporté une autre solution d'un autre chef. Donc, vous aurez apporté une bonne pratique, vous aurez apporté une bonne idée. Après, vous avez un peu ce rôle aussi de… vu que vous voyez plusieurs chantiers et plusieurs façons de faire, en fait, vous pouvez l'expliquer à d'autres chantiers. Vous pouvez dire, tu vois, alors faut pas dire, il y a un tel qui fait comme ça, tu es trop nul, toi tu fais comme ça. Et vous pouvez l'amener et vous pouvez, ça peut lui ouvrir une porte et il peut se dire, ah ouais, en fait, c'est cool, il peut expérimenter et puis s'apercevoir que c'est bien ou que ça lui convient pas et après la réutiliser. Donc, c'est une façon que toute l'entreprise augmente en compétences un petit peu et que de faire un lien entre les différentes personnes et que pour éviter que chacun travaille avec sa façon de faire et n'évolue jamais en fait. Ok, super en tout cas. Merci beaucoup pour la présentation, Cécile. De rien. Et puis à bientôt, sûrement. À bientôt. Bonne journée à tous. Oui, merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Au revoir. Super, Merci beaucoup. si ça vous a plu. Au revoir. Maxime, je te l'envoie du coup? Je veux bien, ouais. Je veux bien. Comme ça, je transférerai aux étudiants. Voilà. Super. Bonne journée, bon courage. Merci, à bientôt, Cécile. Au revoir. Au revoir.